Merci tout le monde de vous asseoir. Alors, on va poursuivre la discussion. On va voir ce qui se passe encore une fois de l'autre côté de l'Atlantique. Du côté, et je vous le donne en mille, de l'European and International Bookseller Federation. Il n'y a pas de traduction, c'est un petit peu comme le slogan de la candidature de Paris aux Jeux olympiques. C'est en anglais. Mais donc, la Fédération européenne et internationale des libraires, si on voulait le traduire. Et celui qui vient nous parler de ce qui se fait de ce côté-là, on lui a posé 5 questions. Faites à noter, il a été disquaire dans son ancienne vie, avant de diriger la chaîne Cultura à ses débuts, à la fin des années 90. Ceux qui connaissent ça, il en a quand même fait le 2e libraire de France. Pas mal pour un autodidacte, je dirais. Et depuis 2014, il est coprésident de la Fédération européenne et internationale des libraires. Il défend les intérêts des libraires dans un monde, disons-le, en constante évolution, autant là-bas qu'ici. On est très fiers de l'accueillir avec nous, Monsieur Jean-Luc Treutaner, qui est avec nous. Merci beaucoup. J'ai grand plaisir d'être ici et je remercie l'Association des libraires du Québec de m'avoir invité. Je suis aussi très intimidé de passer après des éminents économistes. Et puis c'est donc en toute humilité que je vais essayer de vous apporter les réponses aux questions qui m'ont été posées. Alors, la Fédération européenne internationale des libraires, qui a son siège à Bruxelles. Alors c'est pour ça que c'est en anglais, parce qu'à Bruxelles on parle un très mauvais anglais. Ce qui m'arrange, parce que je suis incapable de parler un très bon anglais de toute façon. C'est une fédération qui est faite pour rassembler les associations de libraires du monde entier. Et c'est pour ça que la LQ sera bienvenue si elle souhaite. Alors sur la magnifique photo que vous avez, prise dans le bureau de Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission européenne, à ses côtés, ce grand beau jeune homme dans un costume bleu, c'est Fabien Pagman, qui est un libraire de La Haye, aux Pays-Bas, et qui est le coprésident avec moi de l'IBF. Nous sommes 2 coprésidents. La petite dame à côté, c'est Françoise Dubreuil, qui est notre directrice du bureau. C'est une lobbyiste expérimentée. À ses côtés, c'est Tim Godfrey, qui est le président du BA, c'est-à-dire de la Booksellers Association en Grande-Bretagne et en Irlande. Il tient beaucoup à l'Irlande, au cas où la Grande-Bretagne sortirait de l'Europe, hein, bien entendu. Aux côtés de Jean-Claude Juncker, c'est Fernand Ersner, qui est un libraire luxembourgeois, et puis votre serviteur à côté. Voilà. Cette fédération donc a vocation à rassembler les libraires du monde entier. Mais avant d'en parler, voilà un petit mot sur le sommaire de ce que je souhaitais aborder avec vous. J'ai eu 5 questions, donc voilà, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Commencer par présenter, bien entendu, la fédération. Un gros pavé ensuite sur le livre papier et le livre numérique, contre, à côté, enfin on verra. Voilà, avec une notion importante sur le prêt du livre numérique, puisque le monde de la bibliothèque fait partie de notre filière du livre. Ensuite, on parlera concurrence, avenir de la librairie. Donc, j'ai eu beaucoup de questions sur le fonctionnement Cultura, qui est donc la chaîne que nous avons créée en 98 en France, et il y a pris une part significative du monde du livre depuis. La notion de relation entre chaîne et indépendant, je crois que c'est quelque chose que vous vivez, et que je vis moi de mon côté aussi, et qui m'intéresse particulièrement. Et puis une notion sur la bibliodiversité, j'avais une question là-dessus avant d'aborder la concurrence. Alors, qu'est-ce que l'IBF? L'IBF, elle s'adresse à 2 catégories d'associations. Les associations européennes, celles que l'on a sous l'appellation L pour lobby, hein, les associations européennes qui sont là pour faire du lobbying, principalement auprès de la Commission européenne, pour défendre ou promouvoir les intérêts des libraires. Et puis, c'est très important pour nous, il y a aussi les e-members, les membres qui sont là pour avec un I qui est là pour international ou qui est là pour inspiration aussi, puisque avec ces membres que nous voyons principalement au moins une fois dans l'année à Francfort, lors de la foire de Francfort, ces membres viennent d'autres continents, donc ce sont les libraires américains, les libraires australiens, les libraires russes. Alors, on est un peu fâché avec les Chinois en ce moment,
pour des raisons de respect des droits de l'homme et de la liberté de parole et d'édition. Donc voilà, on n'a pas de membres chinois en ce moment. Mais aussi des associations commerciales un petit peu différentes, des chaînes dans les pays où il n'y a pas d'association de libraires, par exemple. Et puis des membres qui sont là, qui sont des membres de la chaîne du livre de façon un petit peu annexe, des panélistes, par exemple, ou des journalistes. Voilà, alors... l'IABF trouve son origine dans la fusion de deux associations qui existaient, une fédération européenne des libraires et puis une fédération internationale. Et puis les raisons de coût de la vie pour nous libraires qui n'avons pas beaucoup d'argent ont fait que l'on a mixé ces deux associations pour en faire une et puis pour garantir sa survie. Voilà, avec donc, comme je l'ai dit, en premier objectif, mais on va les détailler aussi, la protection des libraires partout dans le monde, et puis des rencontres et le partage de bonnes pratiques. Alors, principales actions en cours tournent autour de la diversité des circuits et contre les monopoles de distribution du livre, ces monopoles qui abusent de leur position dominante pour nous rendre la vie difficile, enfin qui veulent notre disparition, c'est très clair. Pour une égalité face aux impôts et aux taxes, et là je ne parle pas simplement au sein d'un même pays, les différences qui pourraient toucher les gros et les petits, mais aussi tous ceux qui font, grâce à leurs moyens, leurs avocats plus malins les uns que les autres, non seulement de l'optimisation fiscale, mais on pourrait dire de l'évasion fiscale. Et ça, c'est de la concurrence déloyale. Et on se bat tous les jours contre ça. Pour un taux de taxe bas sur le livre, pour ne pas pénaliser l'accès à la culture, bien entendu. Pour une juste répartition de la valeur dans toute la chaîne, entre auteurs, éditeurs, libraires et bibliothécaires. Et pour cela, nous sommes des fervents défenseurs des copyrights. Et puis pour l'interopérabilité des livres et des liseuses numériques, on l'a évoqué précédemment, un client qui par inadvertance un jour achète un livre sur Kindle, il est prisonnier de son système et il ne peut en sortir qu'en perdant les livres achetés. Et ça, c'est une injustice fondamentale pour les consommateurs et nous nous battrons tous les jours contre ça. Et puis finalement pour les droits des lecteurs. Et on a écrit un petit opuscule qui s'appelle la Charte du livre et qui a pour sous-titre « Pour que chacun puisse lire ce qu'il veut, quand il veut, dans le format de son choix ». J'en ai quelques exemplaires que je mettrai à votre disposition et ça regroupe tous les engagements que l'IABF produit aujourd'hui pour l'ensemble des consommateurs. Alors, voilà les questions que j'ai mises sur cette en-tête-là de verbatim. Dans cette première partie, il y avait deux questions principales. Une sur le modèle de livre numérique, avec un truc qui m'a interpellé, c'est quel profit. Alors, je vais tout de suite couper le truc. Personne n'a jamais gagné de l'argent avec du livre numérique. Je ne sais pas si quelqu'un en gagnera un jour. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ni moi, probablement, ni vous, ni Amazon. Donc, je ne sais pas comment on s'y prendra, mais aujourd'hui, c'est plus un service que n'importe quel consommateur. On tient à les garder dans notre univers, et cet univers comporte du numérique aujourd'hui. Mais à ma connaissance, personne n'a jamais gagné d'argent avec. Et pourtant, d'après les données que nous avons, alors principalement en Europe, aujourd'hui, plus de 90% des libraires, et je parle bien des libraires, aussi bien des libraires de chaîne que des libraires indépendants, ont une offre de livres numériques pour les clients. Voilà. Et puis, un certain nombre de questions ensuite qui tournaient autour de la relation entre livre numérique et papier, et puis la notion de prêt en bibliothèque. Alors, le marché du livre numérique en France, on le verra tout à l'heure, il est très très faible, comme Mme Bénichou l'a dit tout à l'heure. Il faut savoir, enfin vous vous rappelez, vous le savez certainement, que le marché du livre en France est encadré par un certain nombre de lois, la loi de 81, 2011, 2014, qui produisent un environnement extrêmement favorable à ces marchés par l'encadrement du prix. Alors le prix est encadré aussi bien sur le livre papier que sur le livre numérique. Et je dirais même que dans le livre papier, si le libraire a le droit d'appliquer une remise des 5%, ce n'est pas le cas sur le livre numérique. Il y a un seul prix pour tout le monde. Tout intervenant en France sur le livre numérique, qu'il soit français ou étranger, il pratique le même prix sur le livre numérique.
Et c'est particulièrement intéressant sur Internet, où on sait très bien qu'il y a une lutte extrêmement forte sur Internet. Il n'y a pas de remise, et nous avons même, de façon symbolique, réussi à interdire la gratuité des frais de port. Alors, quand je dis que c'est symbolique, parce que la plupart des gros intervenants se sont mis à 1 centime, mais ce symbole nous intéressait, parce que c'est de dire que le livre n'est pas un produit comme les autres, comme on dit tout à l'heure, c'est l'accès à la culture, c'est la représentation de la diversité et des idées, et pour nous, il était interdit de s'en servir comme une marchandise ordinaire pour gagner des clients, s'en servir comme cheval de Troie, comme certains le font, pour derrière vendre des couches culottes ou du textile. Ce n'est pas l'objectif des libraires, et le livre est vraiment un objet différent à ce titre. Voilà. Bien, en conséquence, il y a quoi ? Il y a une stabilité du marché, on va le voir tout à l'heure, et on l'a déjà évoqué. Il y a un prix du livre numérique qui conserve de la valeur, et ça c'est très important. Ce n'est pas un prix d'appel sur le livre numérique. Le livre numérique est à peu près à 30% en dessous du livre papier. Il y a quelques exceptions qu'il faudra régler dans le temps, en particulier autour du livre en poche d'un côté, qui peut se trouver plus cher en numérique, ça. Je dirais que tout ça, ce sont des problèmes afférents à un marché jeune qui se développe et qui se stabilisera dans le temps. Mais surtout, c'est la chose sur laquelle nous insistons, c'est qu'un livre est un livre, et voilà, que ce soit un livre papier, numérique ou audio, la valeur intrinsèque, c'est la valeur de l'œuvre, c'est ce que l'auteur y a mis, et c'est pour ça qu'il faut y garder de la valeur numéraire pour que ce marché soit rentable pour tout le monde, pour toute la chaîne du livre. Alors, quelques chiffres que GfK nous a fournis il y a pile un mois, parce que c'était le 1er février en France, lors de leur bilan annuel. Ce sont les chiffres de l'année dernière. Hein, et vous voyez sur la courbe du bas, la courbe de la valeur, que le marché du livre numérique en France, sur le marché audité par GfK, était de 90 millions d'euros. C'est le marché grand public, on va dire, sur un total de plus de presque 4 milliards, 3 milliards 9. Donc c'est une part extrêmement faible. Ce marché progresse doucement. Alors, dans d'autres domaines, on dirait plus 12, c'est considérable. Oui, mais on part d'une valeur tellement basse que c'est pas encore véritablement sensible. Vous voyez qu'il a pris 10 millions d'euros en un an, ce qui est quand même assez faible. Sur un marché global en France qui baisse de 1%, il avait légèrement augmenté l'année dernière. Voilà. Alors, attention quand même, on parle d'un marché faible. Mais on sait aussi qu'il faut dissocier cette notion de marché, de valeur économique de ce marché, avec les usages qui s'y passent. Et l'usage de la lecture numérique, il se répand de plus en plus. Voilà. Nous lisons tous en numérique tous les jours, sur notre téléphone, sur notre ordinateur. De plus en plus de contenus sont produits. Et là-dedans, ce qu'on arrive assez peu à identifier, c'est aussi tout ce qui se passe sur des blogs de lecture, avec l'autopublication, qui est un marché potentiellement énorme, mais qu'on a encore beaucoup de mal à chiffrer, relativement faible en France et peut-être un peu plus important dans d'autres pays. Alors à côté de ça, dans les autres pays d'Europe, qu'est-ce qui se passe ? Les chiffres de l'Angleterre et des États-Unis vous ont déjà été présentés. C'est un marché qui baisse, qui reste volumique, mais qui baisse. Qui baisse d'ailleurs parce que, comme on l'a dit, la valeur du produit remonte au travers du contrat d'agence. Cette part de marché reste basse, à peu près similaire en termes de part de marché dans certains d'autres pays européens importants comme l'Allemagne, qui est un grand marché du prix unique du livre aussi, l'Italie, l'Espagne. Dans les pays nordiques, c'est un marché qui s'oriente beaucoup plus vers le streaming, comme on l'a dit, voilà, et en particulier en Suède. Hein. La Suède, c'est le pays de Spotify pour la musique. Eh bien, ils sont en train de reproduire le modèle sur le numérique. Et puis il y a quelque chose d'intéressant qui me permet de faire la tradition, c'est le marché hollandais aujourd'hui. Et ce marché hollandais, il vire beaucoup sur un modèle centré sur la bibliothèque. Et la Bibliothèque royale de Hollande a été très largement subventionnée pour procurer un accès facilité et gratuit ou quasi gratuit à tous les résidents, tous les citoyens du pays aux livres numériques. Ça, c'est un changement très significatif, parce que ça vient court-circuiter la vente de livres numériques, et grosso modo même on peut dire la vente du livre, puisque qui est-ce qui aurait envie d'acheter un produit qu'on peut lui prêter gratuitement ? Voilà. Et donc cette disruption du marché par la bibliothèque est inquiétant pour nous. Alors le problème a failli se poser en France, et nous avons pour une fois négocié
Voilà, ce qui est assez rare dans notre pays, où on préfère le conflit, la négociation. Nous avons négocié pendant plus d'un an et demi, toute la chaîne du livre avec donc éditeurs, auteurs, bibliothécaires et libraires pour trouver un agrément. Donc c'est un document qui existe et je pourrais éventuellement faire circuler, qui pose les engagements des uns et des autres, qui garantit l'accès du livre numérique aux bibliothèques, mais qui garantit aussi les droits des auteurs et des libraires dans cette démarche. Cette démarche est appuyée d'ailleurs par un projet technique dans lequel, alors je vous passe les détails de ce schéma, dans lequel le libraire vend le livre numérique à la bibliothèque, donc il est intéressé à ce marché-là, et le livre lui est directement fourni par la plateforme de l'éditeur. Je crois qu'on va passer rapidement sur le côté technique. Et puis pour reprendre juste quelques mots de charte du livre, qui nous semblent importants, qui sont de dire les principes fondamentaux. Il faut des fonds publics pour soutenir les bibliothèques publiques, et il faut une politique juste pour défendre une juste concurrence entre les commerces. Voilà. Personne n'aurait à gagner du fait d'avoir une bibliothèque omniprésente et qui distribuerait gratuitement du livre et des libraires qui seraient morts à côté. Je pense que la diversité culturelle en souffrirait énormément. Ça va vite, mais le temps passe vite. En termes de concurrence et avenir de la librairie, quelque chose de fondamental qui a changé dans ces 20 dernières années avec l'arrivée d'Internet. Jusqu'à présent, votre concurrent, il était où? Il était grosso modo à un maximum à une vingtaine de kilomètres. Combien fait-on pour aller acheter un livre éventuellement 2-3 dollars ou euros de moins? Pas beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, cette concurrence a complètement explosé. Voilà, en 2 coups de clic, vous achetez votre bouquin aux États-Unis, au Japon, en Europe, n'importe où, et puis il arrive chez vous 2-3 jours après. Et puis cette notion de distance a complètement explosé avec le numérique, puisque là on ne parle même plus de distance ou de délai, on est dans l'immédiateté. Voilà. J'ai même plus à lever mes fesses de mon canapé pour aller sur le libraire au coin de ma rue, puisque directement de chez moi, je peux commander le livre et l'avoir instantanément en format numérique. Donc on est passé dans ce domaine de l'immédiateté. Donc fondamentalement, oui, la nature de notre métier de libraire a changé. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Je suis personnellement extrêmement optimiste pour l'avenir de la librairie, et en tout cas, je me bats au quotidien pour. Mais dans les pistes que l'on peut voir et que l'on peut suivre, et je crois qu'on l'a cité tout à l'heure, il y a cette notion de faire de la librairie un univers d'expérience pour le client, non seulement au travers de la rencontre et du contact avec un libraire expérimenté qui va pouvoir renseigner, et puis au-delà de renseigner, ouvrir des choix qui ne seront pas des choix faits par un algorithme, mais par un vrai être humain en face de vous. Mais il y a aussi toutes les rencontres que l'on a évoquées. Et puis, je crois, cette notion de libraire-imprimeur. Alors, vous savez que les premiers libraires étaient éditeurs, et je crois qu'on pourrait peut-être passer demain à un libraire-imprimeur. À dire vrai, nous faisons le test dans la compagnie dont je m'occupe, c'est Cultura, dans un magasin où nous avons mis une station d'impression à la demande, avec le choix entre éditer des livres du catalogue qui ne seraient pas facilement disponibles. Il y en a assez peu et franchement, ça ne marche pas, ce n'est pas ce que les gens demandent. Par contre, venir imprimer votre propre roman, alors ça marche. Alors je peux vous dire qu'on a tous les jours des gens qui avaient un manuscrit dans le placard quelque part ou dans le tiroir, qu'ils sortent et qui viennent le faire imprimer. Ça, je trouve ça extrêmement positif pour l'avenir de la création et de la librairie en général. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est bien que les consommateurs soient en mesure d'acheter leurs livres dans la librairie de leur choix. Et plus il y a de librairies, plus l'offre est riche, et ça bénéficie à la concurrence de tous. Voilà. Nous défendons un modèle où chaque consommateur peut choisir de faire ses achats dans une librairie de proximité ou sur le site internet d'un disquaire, dans une librairie centre-ville ou dans une librairie spécialisée. Chacun a ses atouts. Chacun peut défendre son modèle, et je pense que c'est extrêmement important. Troisième série de questions qui posaient sur le fonctionnement culturel. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a tant interpellé les gens, c'est juste une petite chaîne de province, en France. Je pense que le fait d'avoir ce type d'intervenant qui est arrivé, comme d'ailleurs ce que fait la FNAC en se renforçant en France, a aussi le but de rendre plus difficile la pénétration d'Amazon, plus chère,
parce qu'il y a de la concurrence, une vraie concurrence organisée, et donc finalement ça bénéficie à l'ensemble des libraires. Mais c'est quoi Cultura? C'est un projet avant d'être une librairie. Alors ce projet, que l'on a travaillé bien avant d'ouvrir notre premier magasin, c'était de faire découvrir et inciter à pratiquer des activités culturelles et artistiques les plus diverses possibles, permettant d'amener de plus en plus de gens à s'intéresser à la culture et aux arts, source d'enrichissement et d'épanouissement individuel et collectif. En fait, c'est un projet citoyen. L'idée, c'est de faire un meilleur citoyen, plus riche, plus apte à faire ses choix. Alors, pourquoi ce projet est venu et comment? Tout simplement d'un triple constat sur un marché français, et j'en dirai pas plus après, hein. Tout simplement l'absence d'accès aux loisirs culturels et artistiques d'une bonne partie de la population, en particulier celle qui ne fait pas son commerce dans les centres-villes, et on sait qu'il y a de plus en plus de gens dans les périphéries. Un manque, on est en 97-98, un manque d'intervenants sur le marché, grosso modo une grosse chaîne qui domine, et puis des gros libraires locaux, et puis le manque de considération et d'accueil. C'est difficile quelquefois de rentrer dans certaines librairies ou dans certaines chaînes et se faire regarder un petit peu de haut quand on voulait, pas un bouquin qui était très renommé, mais un livre de cuisine simplement. Et sur la base de ces constats, nous avons fait notre offre, nous, qui est une offre de périphérie, large, voilà, dans laquelle tous les produits culturels sont représentés, le livre bien entendu, mais aussi la musique, la vidéo, et puis les loisirs artistiques, les beaux-arts, et puis la presse, et puis les instruments de musique, avec un accompagnement, une transmission, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait pour casser le modèle? On a pris un a priori, je pense, assez fort. Dans notre recrutement, dans les gens qui vont travailler avec nous, nous allons privilégier le savoir-être au savoir-faire. Voilà. Nous avons embauché des gens systématiquement qui aiment les gens, qui aiment transmettre, et pas simplement qui sont des puits de science ou des connaisseurs imbattables sur tel ou tel sujet, mais vraiment des gens qui ont envie de communiquer et de partager leur passion. Et aujourd'hui, notre activité, voilà, s'organise autour de ces 4 éléments de notre projet. Tout d'abord, l'excellence opérationnelle et la simplicité d'être que nous devons à nos clients. Voilà, c'est tous les jours dans les gestes que nous faisons que nous gagnons nos clients. La puissance de l'offre que nous développons, et je dis c'est une offre très large. Un magasin moyen a un minimum de 40 ou 45 000 références en livres et plus de 100 000 produits différents avec le reste de la gamme. La passion des collaborateurs qui partagent, la simplicité d'accès aux loisirs culturels et artistiques que nous proposons, que nous offrons, l'engagement responsable qui nous anime, c'est un engagement dans la durabilité, un engagement non seulement écologique, mais aussi au travers de la Fondation Cultura, qui va prolonger le geste plus loin auprès des gens qui n'ont pas accès à ces produits culturels et artistiques pour des questions de budget ou des questions de revenus, bien entendu, ou des questions de handicap. Voilà. Et puis la curiosité. On dit toujours que la curiosité est un vilain défaut. Nous encourageons la curiosité de nos collaborateurs et de nos clients. Alors j'ai eu une question aussi sur est-ce que c'est des vrais libraires, etc. Est-ce que vous leur obligez de faire des trucs ou des machins? Alors, d'abord, je ne sais pas si vous avez essayé de faire à un libraire des trucs contre ses envies ou sa passion, ça ne marche pas. Hein, donc voilà. Alors je rassure tout le monde, c'est des vrais libraires qui commandent des vrais livres à des vrais représentants qui passent toutes les semaines ou tous les mois dans le magasin. Voilà, ça marche comme partout ailleurs. Une question intéressante qui m'a été posée ensuite concerne la juxtaposition ou la coexistence entre chaîne et indépendant. Moi, je l'associais aussi à une notion qui me paraissait importante de pays aussi dans lesquels il y a un prix fixe et pays dans lesquels il n'y a pas de prix fixe, il y a la liberté des prix, qui entraîne vraiment des notions de concurrence très délicates. Et j'en parle souvent avec nos amis anglais qui sont très proches de nous et qui vivent dans un environnement économique différent. Et puis quand on arrive au fond du fond, on s'aperçoit que finalement, la concurrence, elle se fait pas nécessairement que par le prix, elle se fait aussi beaucoup par l'offre, le conseil, les services et l'accueil. Voilà. Et c'est in fine ce qui fait la différence entre les uns et les autres. Et c'est in fine ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas été bouffé par telle ou telle chaîne ou tel intervenant Internet. C'est parce que vous offrez tous les jours de l'offre,
un vrai conseil, de vrais services et une vraie proximité avec vos clients. Voilà. Maintenant, moi, en tant que président de IABF, même si IABF ne prend pas part, parce que la moitié de nos membres ont des prix fixes et l'autre pas, donc c'est un peu difficile. Moi, je suis un fervent défenseur du prix fixe du livre, parce que ça garantit la diversité des points de vente et donc la diversité de l'offre. On a constaté en France, on a du recul, puisque cette loi est passée en 1981, que les prix des livres augmentaient plus faiblement que le prix du coût de la vie. Donc ça maintient une accessibilité à l'offre par le prix. Et puis c'est un extrêmement fort renforcement de la filière. Et quand je dis la filière, je parle bien donc des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires. Tout ça créant un cercle vertueux, voilà, une fidélisation du lecteur au travers de l'offre, des services et du plaisir. Alors, une petite slide rapide, un petit état du marché en Europe en tout cas. Hein. Vous voyez qu'il y a un axe fort Espagne, France, Allemagne, Italie autour des pays qui ont un prix fixe. Des pays anglo-saxons ou du Nord qui n'en ont pas. Et puis une situation qui bouge un petit peu quand même. En Norvège, ils se posent des questions, on ne sait pas de quel côté ils vont basculer. La Belgique c'est un pays compliqué, hein, puisqu'il y a deux communautés, les Wallons et les Flamands. Les Flamands ont déjà adopté un prix fixe du livre, une loi sur le prix fixe du livre, alors qui est encore timide, qui porte sur 6 mois à la sortie du bouquin, etc. Mais enfin, c'est un premier pas. Et les Wallons, de l'autre côté, sont en train de se poser la question, et on pense qu'ils vont également basculer. Alors, dernier point, bibliodiversité. Donc, la question a déjà été posée tout à l'heure. Est-ce qu'il faut qu'un libraire vende autre chose que du livre? Je me garderai bien de donner des conseils. Mais ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, si vous avez 20-30% de votre chiffre d'affaires qui n'est pas attaché au produit livre, qui peut bénéficier d'autres saisonnalités, qui peut apporter une autre rentabilité aussi, je pense qu'il faut le faire. Et en tout cas, c'est ce que... tel que c'est marqué ici, mon collègue Oren Teicher de l'ABA conseille à ses adhérents, et ça marche plutôt bien. Et ça permet aussi de s'ancrer dans une communauté en vendant des produits auxquels Amazon n'aura jamais accès. Le deuxième point concerne la diversité de l'offre. Alors, c'est une slide intéressante qui a été fournie également par GfK le mois dernier. Alors, c'est purement français, mais je pense qu'on peut en tirer quand même quelques enseignements. C'est le poids de chaque part du marché dans le chiffre d'affaires total. Alors, on voit ici que le top 10 des 10 meilleures ventes pèse 2% du marché. Okay. Le top 100, 8%, le top 1000, 21%. Et puis qu'avec un top 100 000, on n'est jamais qu'à 90% du marché. Et le chiffre intéressant, je ne sais pas si vous arrivez bien à le lire, c'est qu'en fait, en France, il s'est vendu 722 500 références différentes l'année dernière. Et ça, c'est toute la différence que vous apportez, parce que ces des références-là, elles se sont vendues beaucoup chez vous. C'est la slide suivante, vous voyez que c'est pour 21% en librairie, que ce fonds ancien d'avant 2013 s'est principalement vendu, mais aussi sur Internet. Et c'est là que je conseille à tous les libraires d'exploiter une offre Internet, soit propre, soit mutualisée avec d'autres libraires. Pour faire très très vite, parce que le temps qui m'était imparti est reparti, comme on dit, la spécificité du libraire, c'est quoi? Elle est très très bien montrée ici. Libraire, c'est un métier de découvreur. C'est un métier de découvreur de talent, de découvreur de culture. Les libraires sont à l'initiative de l'émergence de tous les nouveaux auteurs. Voilà. Et c'est très important que vous sachiez garder cela. Pour finir, un tout petit clin d'œil. Ça, c'est tous les livres des candidats, soit aux primaires, soit aux élections françaises. Vous savez qu'en France, nous sommes en période d'élection. Pour dire quoi? Pour dire que le livre, c'est un objet politique aussi. Ce n'est pas qu'un objet culturel, c'est un objet essentiellement politique parce qu'il est porteur, comme on l'a dit, de la diversité de l'offre et de l'enrichissement du citoyen. Et je crois qu'il est de la responsabilité des politiques d'être sensible, de porter cette diversité et de la défendre, mais il est de notre responsabilité de libraire de leur faire bien comprendre. Et ça se passe aussi au moment des élections. Et puis pour finir, voilà ma conclusion. Je pense que je suis fermement convaincu que la complémentarité des réseaux est une chance pour le consommateur, voilà, et que chaque libraire doit créer de la différence pour générer de la préférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marathon. Tous des livres très intéressants, d'ailleurs, de tous ces candidats à la présidence. Je ne sais pas s'ils sont intéressants. Non. Il y en a qui sont bien vendus. Hein. Quand même. Est-ce qu'on a des questions pour M. Treutener? Ah oui.
Élodie. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurais plusieurs questions. Est-ce que vous pourriez un peu mieux expliquer l'agrément dont vous parliez sur le prêt numérique en bibliothèque et le modèle que vous avez développé suite à la négociation? Je n'ai pas bien saisi toutes les étapes. Vous parlez aussi de la complémentarité d'autres produits ainsi que le livre et que ça devrait être une chance à saisir pour les libraires. Est-ce que vous pourriez préciser quel autre produit selon vous, les libraires devraient mettre de l'avant? Enfin, j'aurais aussi une question plus large auquel on devrait, je pense, tous réfléchir comme professionnels du livre au niveau du numérique. C'est l'angle mort du coût écologique qu'on n'a pas encore abordé. Peut-être que Claude Vaillancourt l'abordera cet après-midi. Mais vous avez parlé de communauté de proximité. Un camion de livraison qui arrive dans un point de vente, c'est déjà moins pire que 18 camions ou 18 000 camions qui vont chez chacun des consommateurs. Et je pense que le commerce web aura à se poser des questions au niveau de son coût écologique. Et je ne parle pas des serveurs. C'est une question plus large, mais je tenais à l'amener. Voilà. Merci. Bon, merci beaucoup. On a combien d'heures pour répondre à ces questions? Quelques minutes. Quelques minutes. Alors, sur le prêt numérique aux bibliothèques, c'est parti d'une constatation simple. Au démarrage donc, du prêt du livre en bibliothèque, on s'est aperçu que les éditeurs étaient en train de préempter cette offre-là auprès des bibliothèques. C'est-à-dire qu'ils vendaient directement aux bibliothèques. En France, alors je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en France, ce sont les libraires qui vendent aux bibliothèques, qui vendent les livres, et donc qui étaient un peu absents de ce marché du numérique. Donc il y a eu concertation, négociation, etc. Et on a trouvé un système, dont je vous passe la partie technologique, hein, pour que ce soit le libraire qui puisse vendre à la bibliothèque. Ce qui fait que la bibliothèque aujourd'hui passe un bon de commande à son libraire avec lequel elle a un agrément, pour du livre physique et du livre numérique. Les bibliothèques nous ont dit qu'elles souhaitaient que chaque spécialiste dans la librairie puisse associer le livre physique et le livre numérique, que le spécialiste du polar, par exemple, hein, puisse commander ses livres polar en papier et ses livres polar en numérique. Voilà. Alors techniquement, c'est un peu une usine à gaz, mais ça fonctionne. Pratiquement, les éditeurs considèrent qu'ils sont encore en phase de test. Donc il y a un peu toutes les formules de prêt, c'est-à-dire qu'il y a du prêt à l'unité, c'est-à-dire qu'on vous vend un bouquin et puis on vous donne 50 prêts simultanés ou 50 prêts consécutifs. Voilà, il y a des choses qui sont très normées dans le temps, d'autres qui ne le sont pas. Je pense sincèrement qu'on est quand même qu'aux prémices de cette offre-là, qu'elle va se décanter au fil du temps. Et moi, en tout cas, et avec la fédération, nous militons pour un modus vivendi harmonieux entre bibliothèques, éditeurs et libraires dans le futur, parce qu'on a tout à y gagner. Libraires et bibliothécaires coexistent depuis très longtemps. Ils créent des lecteurs. Voilà, hein. Il suffit d'avoir des enfants et de jeunes enfants et connaître leur consommation en livre papier pour savoir qu'on prend vite un abonnement à la bibliothèque de son quartier. Hein. Même si on en achète quelques-uns, mais voilà, on y va vite. Donc on a tout intérêt à garder cette excellente relation et cet objectif commun qu'on a entre libraires et bibliothécaires et trouver des solutions. La seconde question posée, je crois, sur quel produit vendre à côté. Encore une fois, les conseillers ne sont pas... c'est pas ceux qui conseillent les gens les mieux qui auront la meilleure solution. Moi, j'ai quelques exemples. Alors, il y a les produits traditionnels qu'on va trouver autour de la papeterie, de la carterie, de la presse, pourquoi pas. Le président, il y a quelques années, de l'ABA, qui était Steve Berku, qui est un libraire à Austin, au Texas, lui, il fait un beurre incroyable sur des produits typiquement locaux, voilà, mettant en avant soit des personnages de la vie locale, soit autour de la vie de sa ville ou du Texas, des produits absolument introuvables ailleurs. Ils l'ont produit, d'ailleurs, il en fait fabriquer certains, et il a un succès phénoménal là-dessus. Voilà, écoutez, je crois que les libraires ne sont pas dénués d'imagination. Et je pense que vous allez trouver très bien les solutions qui vont vous correspondre le mieux, qui vont correspondre à votre surface de vente, qui vont correspondre au savoir-faire de vous-même et de vos collaborateurs. Voilà, ça sera difficile de vous... Nous, en tant que Cultura, nous, on a fait le choix d'avoir des offres très larges. C'était un choix de départ, hein, voilà, ça faisait partie du business plan du démarrage. Le livre, chez nous, pèse 40% du livre, vous voyez, du total du chiffre d'affaires, quoi. Donc à côté, c'est sûr que les beaux-arts pèsent, la musique pèse encore, et on est bien content de continuer à vendre ces produits-là. Voilà. Puis la dernière question est un peu plus complexe. Est-ce que le livre numérique a une empreinte écologique plus faible que le livre papier ?
ne suis pas assez technicien pour le savoir, l'informatique, les serveurs, etc., consomment beaucoup d'énergie, ont un influx sur le climat. Je pense que des solutions que l'on a, nous, en France, alors encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais au travers de Prism, qui est une émanation des libraires et des éditeurs, qui fait que c'est un seul camion qui amène les livres de tous les éditeurs chez le libraire. C'est-à-dire qu'ils sont regroupés dans un point central à Paris, en région parisienne, et ensuite acheminés ensemble. Donc on reçoit ensemble les bouquins de Hachette, d'Interforum, d'Argo, etc., voilà, dans un même camion. Donc bien entendu, on a tous en tête cette empreinte écologique, cette empreinte carbone. Nous avons tous à cœur de la diminuer au maximum. Voilà, je ne peux pas préjuger de l'avenir, mais en tout cas, on a tous ça en tête, oui. On a une autre question ici, puis ensuite on va passer à la table ronde. Allez-y rapidement. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation qui était excessivement intéressante. J'ai relevé certaines phrases provocatrices, comme lorsque vous dites que personne n'a jamais gagné de l'argent avec le livre numérique. Je ne l'ai pas rencontré en tout cas. L'élément qui m'a frappé, c'est vers la fin, lorsque vous avez les statistiques de GFK et que vous avez le top 10 qui est à moins 26 % et le top 100 des titres qui est à moins 15 % ou à peu près, c'est quand même assez fort comme chiffre. Je me demande à quoi vous l'attribuez. Est-ce que c'est parce que l'année précédente, il y avait certains best-sellers qui étaient extrêmement forts, je dirais, ou si la force de la recommandation dont on parlait plus tôt ce matin commence à jouer de plus en plus et que sur les réseaux sociaux, certains recommandent des titres qui font aller voir leurs lecteurs faire des achats plus variés? Ou est-ce que c'est l'activité des libraires, qui est aussi évidemment très forte, comme ce que vous, et qui est exemplifiée dans dans la chaîne Cultura? À quoi vous expliquez ce changement qui est quand même frappant, à mon avis, là, et qui est une bonne nouvelle aussi pour l'ensemble des acteurs et pour la biodiversité? Merci. Alors je crois que 2016 n'était pas en France, en tout cas, une année très forte pour les best-sellers. On a enchaîné quelques années précédemment autour de 50 nuances de degrés, autour de Hunger Games, etc. Des très très forts best-sellers voilà, qui prenaient une part importante, un peu au détriment du reste de l'offre. Soigné, c'était pas assez comme ça. Il y a eu des best-sellers, bien entendu, mais il n'y a pas rien eu d'aussi fort que ce qui s'était passé les années précédentes. Donc je pense que ça a encouragé voilà, les ventes de titres potentiellement moins forts, mais peut-être plus nombreux, parce que finalement, on voit que le marché a assez peu bougé, moins 1%, c'est pas grand-chose. Hein. Un phénomène aussi très typiquement français, c'est que tous les 2 ans, on a un Astérix. Voilà, hein. Donc 2016 est une année 100, donc forcément, baf, ça redescend. Astérix, c'est 1,6 million d'exemplaires. Hein. C'est considérable, quoi. C'est vraiment énorme. Donc on le voit tout de suite dans les statistiques. Il y en aura un cette année, donc 2017, peut-être que voilà, ça se reconcentrera un petit peu en haut du tableau. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a de plus en plus de libraires en France. Voilà. Donc il y a de plus en plus d'offres, il y a de plus en plus de choix, il y a de plus en plus de libraires qui conseillent des produits qu'ils portent dans leur cœur et qu'ils aiment transmettre cela. Et donc ça va, j'espère, continuer à garder des fonds larges, vivaces, vivants. Ça va permettre d'encourager les gens à rester dans la lecture ou à y revenir pour ceux qui en seraient éloignés. Moi, encore une fois, je porte un regard très très positif sur la librairie. Il y a un point négatif. Et je voulais dire, le plus gros ennemi du libraire, c'est pas Amazon. Hein. Le plus gros ennemi du libraire, c'est son bailleur, en général. Voilà. Et à mon avis, un des dangers est là. Et je pense que si, dans les politiques mises en place autour du livre, il y avait un sujet à défendre, il y aurait un sujet pour conserver les libraires en ville, ou là où ils sont, et en tout cas leur trouver des moyens pour payer leur loyer, parce que ça, c'est vraiment un élément qui est très, très discriminant. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Merci.